Il pleuvait comme si la ville voulait laver ses secrets. Les gouttes tambourinaient sur la tôle ondulée du petit garage de Vincent Okafor, traçaient des nervures brillantes sur le capot d'une vieille Toyota, couraient le long des outils posés en ordre, comme de minuscules ruisseaux qui savaient exactement où s'arrêter. Le matin à Isaka commençait souvent ainsi. Un ciel bas, des charrettes attardées, l'odeur de métal chauffé et d'huile qui s'ancrait dans les vêtements comme une seconde peau. Pour Vincent, ces signes étaient familiers. Ils avaient la cadence de sa vie. Il savait reconnaître un moteur qui traînait, sentir la faiblesse d'un embrayage au toucher, deviner la fatigue d'un pneu rien qu'en l'entendant. Mame Grace préparait le thé sur un petit réchaud. Ses doigts pliaient les sachets de feuilles avec une économie de gestes apprise par des années de soins. Elle tricotait des paroles et des conseils comme on tricote des pulls, serrés, précis, utiles. Vincent la regarda de près, prit la tasse, s'épongea les mains sur un vieux chiffonnier et sourit. Leur routine avait la beauté discrète d'un accord silencieux. Lui réparait, elle ordonnait, la communauté passait. Les voisins s'arrêtaient au garage pour une blague, pour un petit prêt d'outils, pour demander un conseil. Il y avait, dans la lenteur de ces matins, une chaîne de dépendance invisible. Et Vincent en était l'un des maillons. La route qui coupait Isaka menait droit à la grande maison des Lawson. La famille Lawson était un nom. On disait Lawson, comme on cite une ville étrangère, avec un mélange d'admiration et de crainte. Ils employaient chauffeurs, jardiniers, secrétaires. Les employés connaissaient les règles non écrites d'un monde où la fortune imposait la politesse. Ce matin-là, le destin posa Amelia Lawson devant la porte du garage, pressée, frissonnante, les cheveux collés au front par la pluie, et quelque chose dans son regard criait qu'elle était à la fois en fuite et en fuite contre elle-même. Vincent la vit tout de suite. Une silhouette qui ne correspondait pas au paysage. Des chaussures propres, un manteau plié sur des épaules qui se méfièrent de l'humidité du monde. Elle tenait un sac que la pluie rendait translucide. Les traits d'Amelia étaient tendus. Sa respiration courte donnait l'impression de quelqu'un qui aurait dû compter les battements de sa vie et s'inquiéter de l'avance. Elle ouvrit la portière et, sans attendre un mot, se jeta vers la boutique. « Mon moteur », dit-elle d'une voix pressée. « Je dois partir tout de suite. Pouvez-vous conduire ?» cria-t-elle avant qu'il n'ait le temps d'offrir l'expression d'un hôte. Vincent posa sa main sur la poignée, habitué au véhicule, mais surpris. Il n'était pas au volant de la maison Lawson. Il supposait qu'elle avait simplement besoin d'un chauffeur, comme beaucoup d'habitants de la ville avaient parfois besoin de quelqu'un pour traverser la tempête. Il répondit avec la douceur que lui donnait sa voix basse. « Je peux regarder ce qu'il a, madame. Rester ici sous la pluie ne le réparera pas. » Elle le dévisagea. Un éclair de supériorité traversa son expression. Ce n'était pas cruauté, plutôt fatigue qui se transformait en courtoisie blessante. Elle ordonna, plus qu'elle ne demanda. « Faites vite, j'ai une réunion. Si vous ne savez pas conduire une voiture de ville, trouvez quelqu'un qui sait. » Les mots furent comme des éclats de verre. Vincent sentit la morsure, mais ce n'était pas la première fois qu'on le traitait ainsi. Dans le regard de la jeune femme, il lut l'ignorance d'un monde trop protégé pour apprendre la patience. Il aurait pu s'énerver, il aurait pu répliquer, rappeler les heures passées à réparer voitures et à raccommoder des vies. Au lieu de cela, il sourit, et son sourire avait l'ampleur de ceux qui portent des familles. Il prit les clés, inspecta la voiture rapidement, un pneu arrière légèrement dégonflé, un câble de batterie un peu corrodé et une batterie qui avait besoin d'un coup. Ce n'était rien pour lui. Il posa la main sur le capot, sentit la chaleur résiduelle et sut qu'il suffirait d'une clé, d'un chiffon, d'un moment. Alors même qu'ils mettèrent la voiture en route, Amelia ajouta, la voix coupante d'une blessure qui n'était pas la sienne. « Faites attention, je n'ai pas de temps à perdre avec des amateurs. » Vincent garda le silence. Il passa la première, sentit la route sous les pneus, rallongea une respiration comme on rallonge une chanson oubliée. Une partie de lui se retint de lui rappeler qu'il avait appris à conduire sur des chemins qui craquaient et des pannes qui n'avertissaient personne. Une autre partie observa son visage tandis qu'elle regardait ailleurs, sans vraiment regarder. Le trajet fut court, empli des sons de pluie et d'un silence qui pesait. Amelia parlait de temps en temps,
d'un ton sec, des consignes qu'on lui avait données, des rendez-vous qu'elle devait honorer. Elle n'ajouta rien sur la main qui avait tourné la clé dans la tôle, ou sur l'homme qui avait vérifié le niveau d'huile. Vincent savait que la vie des riches avait ses codes. Il connaissait la politesse qui se donne et le mépris qui se garde. Il sut aussi, avec cette certitude tranquille des vieux artisans, que ce moment serait l'un de ces petits fissures qui disent plus que des discours. Quand il gara la voiture devant la grande maison, Amélia descendit sans remercier. Elle le repoussa presque, un geste brusque, comme si la proximité lui rappelait une vérité qu'elle ne voulait pas voir. « Tu peux rester, » dit-elle. « Mais ne t'attends pas à être traité comme chez toi. » Les mots cliquetèrent et furent balayés par la pluie. Vincent la regarda partir. Il posa les mains sur la porte de la voiture, les doigts tachés d'huile, comme si l'odeur de son travail s'accrochait à sa peau en promesse de fidélité. Il referma le capot, rangea ses outils et reprit sa route vers le garage comme si rien ne s'était passé. Les humiliations de la vie, il les connaissait. Elles n'étaient pas toujours prononcées avec haine. Souvent, elle se présentait en costume de panique et portait le masque de l'urgence. C'était pourtant un acte simple, un service rendu, sans attendrissement ni plainte, qui allait déclencher une série d'événements plus grande que la somme de 2 vies. Si cette histoire vous touche, abonnez-vous et partagez pour que d'autres voient comment un geste peut tout changer. Les jours suivants vira la rumeur d'un geste qui devenait nouvelle. Les Lawson, toujours attentifs à la manière dont leurs affaires étaient menées, envoyèrent des émissaires, Samuel et Kenneth, 2 visages polis, propres, qui portaient une enveloppe. Ils arrivèrent au garage en milieu d'après-midi, quand la chaleur commençait à fondre la pluie et que la poussière reprenait possession des outils. « Monsieur Okafor ?» demanda Samuel avec une voix étudiée. « Nous représentons la famille Lawson. L'héritière souhaite vous remercier pour votre aide l'autre jour. » Vincent posa son chiffon. Il connaissait la réputation de la famille, leur générosité calculée, les cadeaux qui venaient avec des attentes. Il salua simplement, la tête penchée. « J'ai juste aidé, » dit-il. « Je fais mon travail. » Kenneth posa l'enveloppe sur la table, comme si elle était une offrande cérémonielle. « Et il souhaite vous offrir une compensation. Et si vous l'acceptez, une proposition d'emploi, » répondit-elle, un sourire mesuré. « Une place de chauffeur dans la maisonnée. Ils aimeraient que quelqu'un de fiable prenne ce rôle. » Le mot « emploi » fit vibrer quelque chose dans l'atelier. Pour beaucoup, une place chez les Lawson signifiait sécurité et, parfois, ouverture. Un pont vers d'autres possibles. Vincent eut ce mélange familier. La fierté de l'artisan habile et la crainte des dettes invisibles que de telles générosités pouvaient imposer. Il rentra chez lui le soir avec l'enveloppe dans la poche. Mame Grace l'attendait avec la lumière basse et un plat simple. Les rideaux faisaient des ombres douces et la radio parlait d'une sécheresse plus loin, d'un marché qui espérait la pluie. Vincent posa l'enveloppe devant sa mère. « Ils veulent m'engager comme chauffeur, » dit-il. Ils ont laissé une proposition. Mame Grace le regarda longuement. Ses yeux de diamant avaient cette tranquillité qui transforme le conseil en décision. Elle posa la main sur la sienne, la peau rugueuse contre la sienne, et parla comme si elle racontait l'histoire d'un arbre. « Les mains qui donnent sans compter, mon fils, sont celles qui deviennent abri. Accepte, si tu penses pouvoir marcher sans perdre la tête pour eux. Mais souviens-toi, une main qui reçoit doit savoir à quoi elle s'engage. N'oublie pas, Isaka. » Ces mots étaient une encre. Vincent savait qu'elle ne lui demandait pas de rejeter la proposition, mais de la regarder comme un outil, pas comme une récompense. Il se coucha cette nuit-là avec la décision qui tournoyait dans sa tête, comme des roues mal lisées. Le matin suivant, il alla rencontrer Amélia. Il se présenta à la maison Lawson, avec l'hésitation de ceux qui franchissent une frontière. La grande allée était nettoyée, les jardinières parfaites, la porte ouverte comme celle d'un monde qui s'attend à des convenances. Amélia l'accueillit avec cette retenue qui cache l'embarras. Elle avait remarqué son arrivée, mais il y avait encore cette distance, comme une vitre invisible entre eux. « Nous sommes reconnaissants, » dit-elle, la voix moins rude que lors de leur première rencontre. « Mon père aimerait te proposer des ressources pour Isaka.
Il est convaincu que des initiatives locales peuvent changer des vies. Vincent resta prudent. Les propositions de ressources pouvaient être des cordes dorées. Il avait vu des projets qui s'effondraient parce que l'argent n'était pas accompagné de responsabilité. Il proposa simplement, avec la conviction née du quotidien, « Ce dont Isaka a besoin, ce n'est pas seulement d'argent. C'est d'un lieu où les jeunes peuvent apprendre un métier, un endroit où une mère peut trouver des soins de base. Si vous nous donnez les moyens, je veux monter un centre de formation et réparer la clinique du village. Pas pour moi, pour tout le monde. » Amelia regarda son père par-dessus son épaule. Monsieur Robert Lawson, dans sa veste grise, évaluait, très honnête dans son scepticisme. Le vieux pouvoir aimait comprendre chaque paramètre. Il considéra Vincent, cet homme dont les mains parlèrent d'un monde que ses billets ne touchaient jamais vraiment. « Vous comprenez les coûts ?» demanda-t-il. « Les engagements à long terme. »« Je comprends mieux les gens que les chiffres, » répondit Vincent. « Mais je sais aussi gérer un budget. Donnez-nous l'espace et la transparence. Nous établirons des rapports, des comptes publics, que chacun voit où va l'argent. » Ce fut un terme surprenant, transparence, prononcé par un homme qui n'avait pas l'oreille du pouvoir. Mais c'était précisément ce que la communauté demandait. Clarté. Robert Lawson sourit d'un demi-sourire, intrigué. « Très bien, dit-il. Nous enverrons des représentants. Mais nous devons nous assurer que ces fonds ne seront pas gaspillés. » Kenneth leva un sourcil, presque amusé. Samuel prit note. Quelques semaines passèrent dans une cadence nouvelle. Réunions au petit café, signature de formulaires, vérification, échange avec ONG locales. Vincent vit son projet grossir, plan dessiné sur des napperons, liste de matériel, demandes aux maires, discussions avec les instituteurs. Des jeunes vinrent, d'abord par curiosité, puis avec des mains prêtes à apprendre. Ils repeignirent murs, assemblèrent au banc, apprirent à tenir une clé comme on tient une promesse. Amelia, qui avait d'abord paru étrangère, commença à fréquenter le chantier, à poser des questions, à écouter. Son évolution n'était pas spectaculaire. Elle apprenait la lenteur du travail manuel, la valeur d'un geste répété. Parfois, la voir se salir les doigts suffisait à faire sourire Vincent. Pourtant, au-dessus de ces jours de création, un murmure montait, Chef Bao observait, et quand les puissances locales sentent leur territoire menacé, elles agissent. Bao était une autorité informelle, un homme qui contrôlait flux et silence, et son intérêt n'était jamais désintéressé. Quand des fonds arrivaient d'ailleurs, et que la population se rassemblait autour d'un projet, il sentait la menace d'un terrain qui lui échappait. À la taverne, des paroles circulaient. Qui l'a financé? À quel prix? On ne change pas les règles comme ça. Les rumeurs prirent la forme d'articles dans le journal local. Insinuations sur des fonds mal déclarés, questionnements sur les compétences de Vincent, mentions de favoritisme. Les caméras suivent la beauté d'une victorieuse inauguration, dit-on, mais elles filment aussi la poussière qu'on préfère ignorer. Les journalistes, avides de frissons, repiquèrent les doutes et les amplifièrent. Les billets anonymes fleurirent, et chaque question jetée en public faisait vaciller certains soutiens. Amelia reçut la tempête avec une colère fébrile. Elle ne supportait pas que l'on mette en doute ce qu'elle commençait à voir comme sa responsabilité personnelle. Les critiques la blessaient parce qu'elle touchait à sa foi, non pas seulement en son père, mais en sa capacité à faire mieux. Elle se sentit trahie, humiliée parfois par le fait qu'un petit nom sur une affiche puisse réduire en miettes des mois de travail. Une nuit, épuisée, elle quitta la maison Lawson pour aller marcher dans les rues d'Isaka. La pluie avait rendu la ville nerveuse, comme si l'air lui aussi hésitait. C'est là que le destin, avec sa manière de tricoter les fils, croisa de nouveau Vincent. Elle le trouva près du chantier, les mains couvertes de peinture, le front plissé par la concentration. Elle le regarda, et pour la première fois, on vit sur son visage autre chose que de l'éloignement, de la reconnaissance, mêlée à un embarras sincère. « Je suis désolée », murmura-t-elle, sans les mots d'autrefois, sans la brusquerie. « Je vous ai humilié la première fois. Je ne comprends pas encore ce que ça veut dire, de dépendre de quelqu'un qu'on a insulté.
Mais je veux apprendre. Vincent posa son outil. Il n'était pas du genre à se proclamer sauveur. Il connaissait la ligne fragile qui séparait le service et la fierté. Il accepta l'excuse par une inclinaison simple. « Les mots s'effacent quand on travaille côte à côte », dit-il. Ce n'est pas ce qui compte ce matin. Ils se mirent à parler, véritablement, pour la première fois. Amélia raconta la pression d'un non, la peur de décevoir, la fatigue de voir l'héritage jugé chaque jour. Vincent répondit avec la lenteur d'un homme qui avait appris que la sagesse ne se crie pas mais se montre. Il parla des dossiers de la clinique, des factures, des artisans, de la façon dont il avait convaincu un fabricant de bancs d'école de réduire son prix pour que 20 enfants puissent lire. Il y avait dans ces mots une humilité qui n'était pas servile. C'était la force de ceux qui ne confondent pas leur destinée avec l'éclat d'un patronyme. Ce rapprochement les fit apparaître comme une possibilité, un pont entre deux rives longtemps séparées. Pourtant, là où il y avait progrès, il y avait toujours possibilité de recul. Les attaques de chef Bao se multiplièrent. Un incendie volontaire dans un abri de chantier, puis des menaces anonymes, puis une lettre qui insinuait que Vincent se servait des fonds pour s'enrichir. La communauté se divisa. Certains restèrent fidèles, d'autres se mirent à douter. Les réunions de quartier devinrent des arènes où l'on pesait la vérité à la lueur des peurs. Une nuit, au milieu de ces disputes, l'irréparable frappa. Amélia rentrait d'une réunion à la lueur d'un phare de voiture, un chemin étroit entre arbres humides. Un camion freina brusquement devant elle, un autre véhicule sortit de nulle part pour l'empêcher de passer. Les pneus crissèrent. Une pierre, une pancarte mal fixée, puis le choc. Les témoins dirent plus tard que le bruit ressemblait à un râle de métal et de surprise. Quand Vincent arriva sur les lieux, suite à un appel paniqué d'un volontaire, il la trouva inconsciente, le visage pâle, une clameur autour d'elle, les mains hésitantes des aides qui ne savaient si leur aide suffirait. On sentit tout de suite l'odeur du sang et de l'huile, une juxtaposition brutale qui liait son monde et le sien d'une manière qu'il n'avait pas pu prévoir. Les secouristes la transportèrent vite à l'hôpital de la ville. Dans le camion, quelqu'un murmura que sa condition était sérieuse. Elle avait perdu beaucoup de sang. Il fallait une transfusion, et la compatibilité était critique. Les dossiers de la clinique, les listes de donneurs, tout fut épluché avec une urgence qui laissait peu de place à l'espoir. C'est alors que quelqu'un se rappela d'un détail. Vincent, des mois plus tôt, avait donné du sang lors d'une collecte organisée par une ONG. Il était resté sur les registres. Dans une communauté où la méfiance envers les institutions était fréquente et où les systèmes d'information étaient dispersés, cette simple présence sur une liste pouvait faire la différence. Au milieu des couloirs blancs, des machines qui bip-bipaient et des voix hâtives, l'idée prit forme comme un mensonge trop nécessaire, et pourtant vrai. Si aucun autre donneur compatible ne pouvait être trouvé rapidement, il faudrait appeler Vincent. Il fallait qu'il vienne. Le téléphone sonna comme une sonnette qui appelle à la porte d'un destin qu'on n'a pas demandé. Quand l'infirmière l'appela, Vincent sentit son cœur se resserrer d'une manière nouvelle. Il prit la route sous la pluie qui revenait, le garage derrière lui plein d'outils et de plans, et devant lui un couloir blanc, la peur glissant sous la peau comme un froid qu'on traque. Il revit le visage d'Amélia. Non pas comme la fille de la maison Lawson, mais comme un être humain allongé, fragile, et il comprit, avec cette précision brutale que la vie donne parfois, qu'il était peut-être la personne dont elle avait besoin. Il entra dans la salle d'attente de l'hôpital avec une sensation d'irréalité. Les visages autour de lui cherchaient un point d'appui. Un volontaire le salua d'un hochement de tête en disant « Ils ont dit que vous aviez donné… » Et Vincent sentit le monde se contracter sur cette reconnaissance. Il avait donné une partie de lui pour un autre. Une donnée qui, aujourd'hui, trouvait son écho. La phrase qu'on entendit alors fut simple et terrible. « Nous avons besoin d'un donneur compatible. On nous dit que vous pourriez l'être. » Vincent sentait les mots résonner comme des pierres jetées dans un lac calme. Une part de lui pensa à Mme Gress, au garage, aux listes et aux factures. Une autre part pensa à la première fois où il avait serré une clé plate et su qu'il pouvait réparer plus que des moteurs. Déjà les journalistes se pressaient à l'entrée, certains espérant un scoop, d'autres cherchant la vérité.
Chef Bao attendait, quelque part, les yeux brillants d'intérêt. Les alliances se formaient et se défaisaient plus vite qu'un pansement qu'on retire. L'hôpital s'agita. Test, piqûre, contrôle. L'équipe demanda à Vincent s'il comprenait ce que cela impliquerait. Il hocha la tête. Dire oui était une évidence et un saut dans l'inconnu. Il sentit le poids de la décision, celle qu'il n'avait pas choisie consciemment lorsque, des mois plus tôt, il avait simplement répondu à l'appel d'une collecte de sang. Et puis, il vit Amélia, si pâle, ses traits fragiles sous la lueur, et comprit que la vie d'un nom n'était pas différente de celle d'un mécanicien. C'est dans ce même couloir, au moment où le médecin prit la parole pour expliquer le procédé, que la caméra du journal local trouva la porte ouverte d'un récit médiatique. Les mots qu'on prononça ensuite allaient lier à jamais une humiliation passée à une possible rédemption. L'héritière qui avait humilié son chauffeur se trouvait désormais dépendante de cet homme. Le cœur de Vincent battait, mais sa main restait ferme quand on lui fit signe. Les machines bipaient plus fort, les respirations autour de lui devinrent musique d'un instant suspendu. Là, au seuil d'une action qui ne dépendait plus de politique ni d'argent, mais d'une compatibilité biologique, les positions se réarrangèrent. Ceux qui avaient méprisé, ceux qui avaient juré, tous se teintèrent d'une vérité désarmante. Nous sommes, au bout du compte, faits pour nous sauver les uns les autres. Le médecin demanda encore une confirmation. Vincent regarda une dernière fois la jeune femme qui avait, jadis, prononcé des mots durs. Dans son regard, il ne chercha pas vengeance. Il ne souhaitait pas punir l'humiliation. Il voulait seulement que la valeur de chaque vie soit reconnue, ici et maintenant. Il prit la décision. Mais la véritable épreuve n'avait pas encore commencé. Il ne s'agissait pas seulement de donner du sang. Il s'agissait de traverser les rumeurs, de résister aux coups bas, de tenir la promesse d'un projet qui pouvait tout à la fois sauver une vie et changer une ville. La pluie tambourinait encore plus fort à l'extérieur, comme pour marquer le point de bascule entre deux mondes. Une infirmière le prit par le bras, une compresse sur son dossier. Elle murmura, comme pour rassurer autant qu'informer. « Il faut qu'on accorde vos dossiers. Si tout est correct, on commencera la transfusion. » Les heures à venir allaient lier la petite histoire d'un garage à la grande histoire d'une communauté. Les jours où l'on se contente de réparer moteurs allaient se percuter avec des halls d'hôpital et des salles de réunion. Les mains noires d'huile et les mains poudrées de personnes en cravate se rencontreraient, non plus par abstraction, mais dans la chair même d'un geste. Et tandis que Vincent s'installait, conscient que chaque instant pouvait peser plus qu'un conseil, quelque chose grondait à l'extérieur. Des voix basses, des radios qui murmuraient, et un battement de pas qui disait que la suite n'allait pas être simple. Les enjeux dépassaient maintenant l'échange entre deux personnes. Ils touchaient à la réputation, la politique locale, les intérêts de Chef Bao, et la capacité d'Isaka à croire qu'un centre de formation n'était pas une menace, mais une promesse. Dans la salle blanche, au moment précis où les aiguilles furent prêtes, Vincent pensa à Mame Grace, à son garage, à ses outils, à ces milliers de tâches insignifiantes qui, ensemble, font une vie. Il pensa à la jeune femme qu'il avait blessée par inadvertance et à la fragilité de leurs places respectives. Puis, il posa la main sur le bras de l'infirmière, respirant profondément, comme pour inviter la paix. La porte s'ouvrit sur un couloir où l'on distinguait des silhouettes, des volontaires, des journalistes, un représentant légal de la famille Lawson. Chacun attendait. Chacun savait que, quand la seringue s'insérerait, les choses changeraient, pas seulement pour un corps, mais pour une histoire entière. La pluie redoubla. La ville retenait son souffle. La seringue trembla un instant contre la main de l'infirmière, comme si l'objet lui-même sentait la gravité du geste. Le liquide clair glissa, patient, dans un tuyau fin, et la salle sembla retenir sa respiration. Vincent observa le visage d'Amélia, dessiné par la lumière froide des projecteurs, et se surprit à confondre le nom et la personne. Ce n'était plus la fille d'un nom, c'était un corps qui tenait à un fil. Il la regarda sans colère, sans fierté, seulement avec la conscience posée d'un homme qui sait que parfois, la vie demande sans demander permission. La transfusion commença. Les bips se firent de réguliers, comme si un pouls nouveau reprenait un rythme troublé. Autour, une chorégraphie discrète.
des infirmières prêtes à intervenir, le médecin qui jaugeait les taux, un bénévole qui serrait la main d'un parent absent. À la fenêtre, la pluie martelait toujours le monde. À l'extérieur, la nouvelle filtrait déjà. Un chauffeur, un don de sang, l'héritière sauvée. Les téléphones sonnaient, des messages circulaient, et quelque part, une chaîne d'événements enclenchée par une simple décision s'étirait en remarques publiques. Vincent sentit progressivement la tension se délier. Les minutes, d'abord lourdes, devinrent un fil plus sûr. Le médecin sourit, un bref soulagement qui n'effaçait pas la fatigue. Amélia ouvrit les yeux, lentement, comme on émerge d'un sommeil dont on n'était pas sûr de vouloir se réveiller. Son regard chercha, trouva Vincent, et se fixa. Un mélange de reconnaissance, d'effarement et d'une honte encore tiède traversa son visage. « Je... » murmura-t-elle, la voix râpeuse. « Merci. » Ce furent les deux petits mots qui eurent le pouvoir d'ouvrir une pièce. Autour, les téléphones prirent des images. Les reporters griffonnèrent. Mais dans l'espace qui importait le plus, c'était une phrase qui liait deux personnes d'une façon nouvelle. Amélia pleura, sans bruit d'abord, puis un peu plus fort. Les larmes purent être des comptes, des regrets, un paiement qu'on n'avait pas su anticiper. Le lendemain, la presse locale titrait, comme on s'y attendait, l'héritière sauvée par l'homme qu'elle humiliait. Les réseaux se déchaînèrent. Certains récits exaltaient la bonté désintéressée. D'autres soulevèrent des questions sur le rapport entre Vincent et les Lawson. Chef Bao, silencieux au début, sut lire dans ses lignes le signe d'une opportunité. Jeter un doute, retourner la méfiance populaire contre le projet et contre Vincent. Il attisa des murmures à la taverne, chez certains commerçants, dans le conseil municipal. Dans sa logique, une réputation endommagée sur le plan personnel se traduirait en perte de crédibilité publique. Et sans crédibilité, pas d'appui, plus de contrôle. Amélia s'en remit plus vite que prévu. Les médecins dirent que la transfusion, faite à temps, avait freiné les complications. Le rétablissement fut lent mais visible. Une main qui retrouve sa force. Une parole qui retrouve son assurance. Durant ses convalescences, elle reçut des visites nombreuses. Certains venaient la voir parce qu'ils avaient un intérêt, d'autres par remords ou curiosité. Vincent vint souvent, d'abord par nécessité logistique, qualification, ordonnance, liste de médicaments, puis parce que sa présence apaisait quelque chose dans l'air. Leur relation changea. Là où il y avait eu raideur, naquit une routine d'attention. Il réchauffait son thé, elle écoutait ses histoires de chantier, ils réfléchissaient ensemble à des solutions pratiques. Amélia passa des heures à feuilleter des carnets de comptes, à essayer de comprendre comment transformer une générosité ponctuelle en un engagement pérenne. Vincent, de son côté, apprit à manier des budgets, à lire des contrats, à anticiper des lignes qui, pour lui, étaient jusqu'alors des suites de chiffres sans visage. Mais la guérison physique n'éteignit pas les flammes qui couvaient. Chef Bao, dans son bureau aux murs tapissés de cartes et de noms, ourdit un plan plus agressif. Il fit circuler des rumeurs, que les fonds n'étaient pas clairs, que Vincent était un homme incapable de gérer des sommes, que les Lawson imposèrent leur volonté sur la communauté. Il s'appuya sur des alliés au conseil et des journalistes prêts à publier le frisson de la controverse, plutôt que la patience de l'enquête. Des faux documents, des représentations tronquées de factures, commencèrent à apparaître dans certains titres. Les ONG partenaires, inquiètes, demandèrent à des preuves. La communauté, divisée, commença à douter. Face à cet ouragan, Vincent resta fidèle à ce qu'il avait toujours été, un homme de preuve et d'action. Il avait dès le départ tenu un classeur. Cela pouvait sembler anodin, presque téméraire pour un mécanicien. Copie de devis, ticket d'achat, nom des fournisseurs, signature d'engagement. Il avait insisté pour que chaque dépense soit notée et accessible. Transparence était le prix de tout arrangement qu'il acceptait. Il conserva également, sans intention théorique de confrontation, des notes de terrain, liste d'élèves, photos des travaux, date de paiement. Ces papiers, produits par la routine, allèrent se transformer en armes de vérité. Amélia, consciente du champ miné, prit une décision. Elle savait mieux que quiconque l'effet dévastateur d'un article mensonger.
Elle connaissait aussi les mécanismes internes du bureau familial, accès aux archives, aux comptes, aux contrats. Elle y entra, d'abord comme une vérification, puis comme une plongée méthodique. Ce qu'elle trouva ne fit que confirmer ses pires soupçons. Plusieurs bons de commande adressés au consortium Bao & Fils affichèrent des montants anormalement élevés. Des prestations factices apparaissaient sur des registres. Des paiements sortaient sans contrôle. Les transferts vers certaines sociétés, liées à des proches de Bao, étaient opérés à la faveur de contrats municipaux soi-disant indépendants. Les documents ne portèrent pas le sceau de la communauté. Ils portaient celui de l'opacité. Elle en parla avec Vincent. Ils fouillèrent ensemble, passant des nuits à juxtaposer factures et photos du chantier. Ils reconstituèrent les étapes, des devis signés qui ne correspondaient pas aux quantités de matériaux livrés, des paiements en espèces à des entrepreneurs inconnus, des attestations d'achèvement qui semblaient signées par des personnes qui n'étaient pas sur place. Amélia sentit la colère monter, non pas pour son propre orgueil blessé, mais pour le vol commis à l'encontre d'Isaka. Elle avait entendu, enfant, des histoires de fortune et de pouvoir. Elle ne voulait pas que la fortune devienne prétexte à voler une ville. La décision prise, ils convoquèrent une réunion publique. Ce fut un geste audacieux, annoncé au village qu'ils présenteraient des preuves. Les affiches se mirent à fleurir, la date circula, et la place devant le petit bâtiment communal se remplit d'un mélange de curiosité et d'hostilité. Certains, encore jaloux ou influencés, n'avaient pas l'intention d'écouter. D'autres, fatigués d'être pris pour des dindons d'aucune commode, vinrent par volonté. Amélia prit la parole la première. Sa voix trembla, mais elle porta. Elle parla d'Isaka comme on parle d'une mère, fragile, forte, en droit d'être protégée. Elle expliqua comment elle avait accédé à des dossiers, comment elle avait vérifié les transferts, et comment elle avait découvert un réseau d'alliances qui profitait du renversement de la misère en opportunité. Quand elle sortit les copies, le murmure changea. Les gens viraient les pages, les chiffres barbelés, les noms qui revenaient. Un tableau comparatif montra la différence entre le coût réel des matériaux et les montants facturés. Les colonnes ne mentent pas. Elles parlent froidement. Chef Bao tenta d'interrompre. Il monta sur la petite estrade qu'on avait installée pour l'occasion, cria qu'on diffamait son nom, menaça de poursuite. Ses lieutenants frissonnaient à voir l'équilibre se renverser. Mais la transparence de Vincent et Amélia arma les témoins. Un forgeron, présent depuis le début des travaux, reconnut une facture comme fausse. Un chauffeur se souvint d'un transfert d'espèces dans un sac en plastique. Un comptable municipal, pris au dépourvu, admit l'existence de documents manquants dans le dossier officiel. Les pièces, unes à une, formaient une toile. La foule, d'abord divisée, se mit à murmurer à l'unisson. Qui a profité? Les journalistes prirent des clichés, les réseaux s'enflammèrent d'une autre façon. L'un des plus lucides d'entre eux, une jeune reporter d'une station régionale, poussa plus loin l'enquête. Elle consulta des registres bancaires anonymisés, interrogea des témoins, trouva des virements vers des comptes liés à des sociétés écrans. Le tissu se déployait. Bao n'était plus seulement un homme influent, il devenait le nœud d'un circuit de prédation. Sous la lumière, il pâlit. Les menaces qu'il avait lancées avant se retournèrent contre lui. L'air se fit plus dense, pesant. La municipalité dut réagir. Une commission d'enquête, exigée par la pression populaire et complétée par la menace d'une médiatisation nationale, fut instaurée. Les autorités locales, craignant le tumulte, acceptèrent de suspendre les contrats en question. Bao, sentant le sol se dérober, essaya encore de retourner la table. Il accusa Vincent d'avoir falsifié des documents, de vouloir s'approprier les fonds. Mais ces calomnies tinrent de moins en moins à la lumière des preuves. Des témoins oculaires, appelés à la barre par des représentants intègres, racontèrent des détails précis qui faisaient vaciller son récit. Au fil des semaines, l'écho de la révélation gagna des villes voisines. Des ONG, auparavant réticentes, remarquèrent la volonté de transparence et offrirent leur expertise pour auditer les dépenses et établir des mécanismes de contrôle. Des avocats bénévoles proposèrent de rédiger des procédures et des contrats types, afin que jamais plus des fonds destinés à la communauté ne puissent disparaître sans trace.
La bataille avait été rude, mais elle ouvrait un sillon durable, la lutte pour la transparence. Dans ce tumulte, la relation entre Vincent et Amélia devint elle-même un symbole. Les moments les plus simples parlaient plus fort que les annonces. Elle qui nettoyait des outils à l'improviste, lui qui lisait des rapports dans la lueur d'une lampe. Tous deux qui acceptaient de montrer leurs erreurs et d'apprendre. Les nuits où l'on préparait des dossiers, ils se racontaient des bribes d'enfance. Elle révélant la pression d'un nom qu'on doit honorer, lui évoquant la solidité tranquille de Mame Grace. Leur complicité n'était pas un conte de fées, c'était une construction au jour le jour, faite de confiance et de responsabilité. Le procès de l'opinion publique et l'enquête officielle finirent par aboutir à des suites judiciaires. Des hommes furent entendus, des comptes gelés, et quelques-uns, pris faute de preuves ou de témoins, furent libérés. Bao, lui, fut mis en examen. L'accumulation des preuves et des témoignages pesait contre lui. Son influence diminua presque aussi vite que sa crédibilité avait cru. La victoire ne fut pas totale. Tout système corrompu n'est pas renversé d'un seul coup. Mais la percée fut réelle. La ville d'Ithaca avait trouvé une armature nouvelle pour ses institutions. Pendant ce temps, le centre de formation montrait ses premiers fruits. Les jeunes qui avaient débuté en tant qu'apprentis réparateurs commencèrent à restaurer de vieilles machines, à remettre en marche des générateurs, à réparer des pompes. Une séance de formation de santé, donnée par une infirmière partenaire, apprit aux villageois les gestes premiers des soins. Une classe improvisée permit à des adultes d'apprendre à lire, en compagnie d'un instituteur retraité. La clinique, rénovée par l'énergie collective, put assurer des consultations régulières et établir une petite banque de sang locale. Une leçon tirée de l'angoisse passée. Les témoignages se multiplièrent. Une mère pleura quand son fils trouva un emploi, un agriculteur sourit de voir sa charrue réparée, et les bancs d'école, fraîchement peints, accueillirent des enfants dont les parents n'osaient plus espérer. L'inauguration, prévue quelques mois plus tard, fut une cérémonie à la fois modeste et dense. On déroula des rubans, non pas pour la vanité, mais pour symboliser l'ouverture d'un lieu de savoir. Des voix se levèrent pour parler d'un avenir possible. Monsieur Robert Lawson prit la parole, un peu mal à l'aise au début, puis clair, il admit les erreurs, promit d'accroître le contrôle familial sur les projets et annonça la mise en place d'un comité indépendant pour la gestion des fonds publics. Il s'excusa publiquement pour les défauts de vigilance et reconnut la valeur d'un mouvement qui avait demandé des comptes. Les applaudissements firent écho, non pas à la grandeur de son nom, mais à la nécessité d'une collaboration vraie. Vincent resta sobre. Sa prise de parole fut courte. Il parla de l'importance de l'effort collectif, de la dignité du travail manuel, de la responsabilité de protéger les ressources de la communauté. Il loua Mame Grace, qui pleurait en silence au premier rang, et il déclara que le centre n'était que le début. Les gens reconnurent en lui un leader discret, pas par soif de pouvoir mais par fidélité à son quartier. L'onde s'étendit. D'autres municipalités vinrent visiter, prirent des notes, s'inspirèrent du modèle de gouvernance participative et de transparence budgétaire. Des ONG financèrent des modules de formation supplémentaires. Les jeunes qui avaient commencé comme stagiaires furent embauchés pour construire une petite entreprise sociale qui offrait services et apprentissage. La transformation n'effaça pas la pauvreté du jour au lendemain, mais elle modifia la trajectoire. Là où le découragement régnait auparavant, quelque chose prit racine, confiance, responsabilité, espoir. La relation entre Amélia et Vincent, portée par ces événements, prit un tour plus intime. Ils partageaient désormais un passé commun qui ne pouvait être réduit à la simple humiliation d'un instant. Ils avaient traversé un accident, une transfusion, une campagne de calomnie, une bataille d'idées et une reconstruction. Ces épreuves avaient poli leur respect mutuel. Un soir, à la faveur d'une fête d'inauguration modeste, quand les enfants chantaient et que les lampes suspendues baignaient le lieu d'une lueur douce, Amélia se rapprocha de Vincent. Elle tenait un petit coffret, simple, pas pour un grand éclat, mais pour un symbole. « Tu m'as sauvé la vie, » dit-elle, la voix basse. « Tu as aussi sauvé tant d'autres choses. Est-ce qu'on peut essayer de construire quelque chose ensemble,
pas comme une histoire de nom, mais comme un foyer. Vincent eut un sourire qui était le mélange de la surprise et du soulagement. Sa réponse fut honnête, pas extravagante. « Je ne sais pas jouer les princes, » dit-il. « Mais je sais bâtir, réparer, être là. Si tu veux, on peut t'apprendre. » Ils se engagèrent l'un envers l'autre sans autre éclat que la sincérité. Le mariage fut célébré plus tard, simple, entouré par ceux qui avaient participé à l'œuvre. Mame Gresse, fière et émue, bénit l'union d'un geste de femme qui a vu la vie se répéter et persister. La fête fut sobre, pain partagé, rires, des chansons de la région poussées par voix multiples. Aucun faste, seulement la proximité des gens. Le travail continua. Vincent, désormais responsable de la partie pratique du centre, organisait les modules, formait les jeunes, gérait les réparations. Amélia coordonnait les partenariats, s'occupait des communications et veillait à ce que chaque dépense soit justifiée. Ils apprirent à conjuguer des mondes, lui avec son langage d'outils, elle avec celui des contrats et des réunions. Leur équipe s'agrandit. Un ancien instituteur, une infirmière engagée, un agronome bénévole. Ensemble, ils mirent en place un fonds de microcrédit pour les artisans, des stages professionnels pour les jeunes et des journées santé pour la population. La communauté, invitée à participer à chaque décision, trouva des manières inédites de tenir sa gouvernance. Les mois apportèrent aussi des tensions plus subtiles. L'ego guettait, les frustrations quotidiennes ressurgissaient, les premières disputes sur la gestion d'un budget, sur qui devait être priorisé, sur la façon de communiquer avec la presse. Mais la pratique de la transparence et du dialogue appris sous pression fut un rempart. Les réunions du comité se tenaient en public, les comptes étaient mis à disposition, et les décisions se prenaient avec l'exigence du consensus. Le modèle, imparfait, continuait d'apprendre de ses erreurs. De temps à autre, des visiteurs venaient de raconter que leur propre municipalité s'inspirait d'Isaka. On parla d'un petit centre voisin qui reproduisait le système de contrôle citoyen, d'une école qui signa un partenariat de formation, d'un regroupement d'ONG qui échangèrent des pratiques. Vincent s'étonnait parfois de l'écho de leurs actes. Il revenait souvent au garage d'où venait sa routine, et devant un capot ouvert, retrouvait la paix. Il continuait de réparer, de corriger, de regarder les petites choses qui cimentent une vie. 1 an après l'accident, un rapport indépendant fut publié. Il recommandait des procédures de passation, la nomination d'un comité de surveillance et l'implantation d'un registre public en ligne pour les projets financés par donation ou subvention. Les recommandations furent adoptées par plusieurs communes de la région. Des acteurs politiques, obligés par la pression citoyenne, mirent en place des mesures semblables. La victoire d'Isaka prit la forme la plus concrète. Des institutions qui pouvaient être consultées par tous. Une exigence de compte rendu et de responsabilité. Chef Bao sombra dans l'oubli public. Convoqué, mis en examen, ses manœuvres furent dévoilées et sanctionnées. Ce n'était pas une vengeance personnelle. C'était la capacité d'une communauté à résister à l'avidité. Bao fut remplacé, petit à petit, par des instances qui prétendaient moins à contrôler qu'à servir. La transition ne fut pas sans heurts, mais elle existait. Dans ces moments de solitude, Vincent repensait parfois à la pluie du premier matin. Il se rappelait la brusquerie d'Amélia et s'étonnait que 2 humiliations puissent te conduire à autre chose que rancœur. Il comprit que l'humilité, lorsqu'elle rencontre le service, peut produire une force inattendue. Mame Gresse, qui avait toujours su comment transformer la défiance en prudence, souriait d'un petit air satisfait quand elle les voyait échanger un regard complice. L'épilogue de cette histoire n'était pas l'éclat d'une fortune retrouvée, ni la chute d'un unique malfaiteur. C'était la lente propagation d'un principe, la dignité par le service et la vigilance par la transparence. Les jeunes formés à Isaka trouvèrent du travail. La clinique put compter sur une réserve de sang plus structurée. Les familles eurent accès à de nouvelles opportunités. Le centre devint une maison d'exemple. Des journées techniques, des ateliers d'entrepreneuriat, des cours pour adultes. Chaque petit succès se célébrait comme une preuve tangible que la solidarité transforme plus profondément qu'un seul don. Un soir d'été, plusieurs années plus tard, Vincent ferma la porte du garage, comme il le faisait autrefois, les mains encore tachées d'huile. Il regarda la route qui menait à la maison Lawson, aujourd'hui pas une frontière, mais un pont,
et pensa à tout ce qui avait été réparé. La ville d'Isaka respirait avec plus d'aisance. Amelia, à ses côtés, tenait sa main. Ils regardèrent les étoiles et n'eurent pas besoin de mots pompeux. Leur histoire demeurait un récit simple. Une femme qui avait, un jour, humilié un homme sans le connaître, et un homme qui, par un acte ordinaire d'altruisme, avait été le donateur qui avait sauvé sa vie, et qui, en la sauvant, avait allumé l'espoir d'une communauté entière. Partagez cette histoire si vous croyez qu'un geste, même modeste, peut changer une ville.